rapidement me présenter puisque j'ai rejoint ces fonctions de directeur général de Perspective au mois de juin de cette année-ci. Donc, c'était aussi assez récent après avoir été plutôt actif dans le domaine politique et avoir aussi, en lien avec ceci, été président de CityDef entre 2018 et 2020. Donc voilà, je vais effectivement partager mon écran, ce qui permettra à tout le monde de suivre ce dont je parle. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, on voit bien ton écran. Parfait. Voilà, alors deux thématiques principales que vous m'avez demandé de présenter aujourd'hui. Une sur plutôt l'approche générale en matière de développement territorial et de projet urbain et de voir comment est-ce que la dimension logement s'intègre dans ces différents projets. Et puis d'analyser aussi plus spécifiquement la question des bureaux et l'analyse que nous en avons. Voilà, alors je vais d'abord rapidement présenter pour ceux qui ne le connaissent pas bien ce que fait Perspective, ce qu'est Perspective. Donc Perspective est une nouvelle administration créée en 2016 au départ d'un certain nombre de services qui étaient déjà existants et puis qui forcément se sont aussi déployés au cours des dernières années. Donc au départ d'abord l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, qui constitue le plus grand département de Perspective aujourd'hui. Et puis l'ADT aussi, l'Agence de développement territorial, et ainsi que des services qui étaient logés au sein du SPRB. L'objectif de Perspective, c'est donc, comme vous voyez, d'abord comprendre les dynamiques territoriales, comprendre ce qui se passe sur le plan régional, de pouvoir dégager des visions et puis les décliner en actions pour se préparer évidemment à la fois aux défis aujourd'hui et de demain de la région. Ça veut dire qu'on a une chaîne, je dirais, de production et de travail qui part des données. Les données, c'est véritablement notre matière première chez nous à Perspective. Donc, on récolte ces données, c'est le rôle de l'IPSA, on les traite, on fait un traitement, on fait une analyse de ces données que l'on décline dans des diagnostics par zone, en préparation de projets urbains ou par fonction, puisqu'on fait des analyses, par exemple, sur les bureaux, mais aussi sur les activités productives, sur le commerce, sur le logement. Et enfin, on décline ça dans des projets urbains qui peuvent prendre des formes assez différentes, depuis des documents stratégiques généraux comme le PRDD, que vous connaissez bien, ou dans des documents réglementaires comme le PRAS, et puis dans des documents plus spécifiques que sont les plans d'aménagement directeur, que sont les modifications locales aussi du PRAS, que sont les contrats de rénovation urbaine, hein, les CRU, qui permettent de financer aussi des investissements par zone, ou encore via le processus d'approbation et de suivi des PPAS proposés par les communes. Donc voilà, ça veut dire qu'on a un certain nombre d'outils et d'instruments différents qui traduisent ces projets urbains. On travaille aussi en déclinaison sectorielle, puisqu'on a aussi des manières d'approcher aussi des secteurs particuliers, par exemple sur le plan des équipements scolaires, puisqu'on abrite aussi le service école qui a pour fonction principale d'accompagner à la création de places scolaires sur le territoire de la région pour accompagner la croissance de la démographie des enfants. On a aussi, depuis cette législature, une mission en matière d'accompagnement de la création de places pour la petite enfance. On abrite aussi, vous le connaissez bien, le référent logement pour avoir cette approche spécifique sur le logement. On a également une cellule sport plutôt centrée sur les équipements sportifs. Et enfin, on abrite également et on héberge le BMA, donc le maître architecte de la région bruxelloise, qui a pour mission de veiller à la qualité architecturale des projets. Donc voilà, ça veut dire que Perspective produit des analyses avant tout, a avant tout une mission de connaissance et d'analyse de la région et des réalités territoriales. Et puis, au départ de ces analyses et des recommandations, on les traduit en projets urbains et stratégies territoriales. Alors, la question, c'est évidemment, et la question que vous m'avez posée, c'est de voir comment est-ce que ce projet de ville, de manière générale, stratégie, vision,
se déclinent en projets urbains qui permettent de répondre en particulier à une des préoccupations exprimées, transversales et récurrentes sur la création de logements abordables sur le territoire de la région. Et avant de rentrer directement dans les réponses que l'on peut apporter à cette question-là, je vais d'abord commencer par tracer quelques éléments de contexte et d'analyse pour ensuite identifier aussi comment cette dimension du logement s'intègre dans les projets urbains en cours et en particulier évidemment dans les projets d'aménagement directeur, les PAD. Alors, petits éléments de contexte d'abord qu'il est toujours utile, je trouve, de rappeler. Il y a aujourd'hui 586 000 logements sur le territoire de la région, pour une population d'1,2 million. Donc 1 200 000 habitants, 586 000 logements. Parmi ces logements, il y a aujourd'hui 52 000 logements qui sont des logements publics, donc 40 000 logements sociaux et 10 000 logements qui sont des logements publics mais communaux, pas nécessairement sociaux. Donc, il y a des logements communaux qui sont des logements loués à des prix libres, bien évidemment. Ce qui signifie que les logements sociaux représentent environ 7% du total de logements sur le territoire de la région. Et si on analyse la création de nouveaux logements ces dernières années, en faisant une moyenne sur les 5 dernières années, on voit qu'on a créé environ 200 nouveaux logements par an. Donc vous voyez évidemment l'ampleur du défi. J'ai repris ici également la création de logements en AIS parce que ça me semblait aussi pertinent par rapport à cette question du logement abordable. On voit qu'on a 7000 logements AIS globalement. La situation des derniers chiffres que l'on a collectés, donc qui datent du 30 septembre 2020, et en moyenne sur les années 2018, 2019, 2020, on est à près de 800 logements AIS créés ces dernières années. On était à 700 en 2018 et 2019, on est à 800 en 2020. L'année 2018 étant la première année où il y a vraiment une accélération, principalement liée à l'abaissement du taux de TVA sur les logements AIS, qui était d'application à partir de l'année 2017, et puis il a fallu que les logements et la création de logements suivent. Ceci, c'est un tableau plus général qui pourra éventuellement être mis à disposition des participants si vous le souhaitez, qui reprend du coup le nombre de logements par typologie. Donc j'ai repris ici évidemment les AIS 7000 et les logements sociaux SLRB 40 000. Et puis on a aussi les autres évidemment acteurs qui mettent aussi des logements et du logement abordable au sein de la région. Ceci, c'est une carte de répartition du logement à finalité sociale, donc qui reprend l'ensemble des différentes typologies qui ont été présentées dans le tableau précédent. Ce qui permet d'un peu identifier aussi de quelle manière ces logements à finalité sociale sont répartis sur le territoire de la région. La carte de gauche reprend la répartition par commune, et puis sur la carte de droite, on a une segmentation un peu plus fine à l'échelle des quartiers, ce qui montre, et en fait, donc vous savez que l'objectif de la région, c'est d'arriver à une moyenne de 15% de logements à finalité sociale sur le territoire de la région. Lorsqu'on est en vert, ça veut dire que l'objectif est atteint. Si on est plus on est en rouge, plus ça veut dire qu'on est éloigné de l'objectif. Alors évidemment, la réalité se décline de manière différente d'une commune à l'autre, en fonction aussi d'ailleurs parfois de réalités historiques différentes, évidemment, au sein des différentes régions. Ce qu'on voit aussi, et ça me semble aussi être intéressant, ça se décline aussi au sein des différentes communes de manière très différenciée, évidemment d'un quartier à l'autre. Donc ceci donne évidemment un aperçu global, mais montre aussi la nécessité de renforcer évidemment le logement à finalité sociale dans un certain nombre de zones. Alors, une question qui me semblait aussi importante
tente d'approcher, même si on n'a pas nécessairement la totalité des réponses, est-ce qu'aujourd'hui le rythme de création de logements est suffisant, et est suffisant notamment en particulier par rapport à l'augmentation de la démographie régionale. Vous avez ici la moyenne annuelle de création de logements en région bruxelloise, donc 470 000 mètres carrés de logements, ce qui correspond donc grosso modo à 4 000, 5 000 logements par an. Et environ 10% de ces logements sont des logements publics si on reprend l'ensemble des acteurs qui mettent du logement public, donc y compris des logements CityDev par exemple. Ceci reprend un peu la même création que ce qui était présenté sur la slide précédente, mais plutôt converti en logement. Donc, on voit que l'objectif fixé par le PRDD en 2018 de créer 3 à 4 000 logements par an est effectivement rencontré sur le territoire de la région ces dernières années. Ce qui semble en tout cas indiquer que par rapport à la question est-ce qu'on produit assez de logements, en tout cas on produit assez de logements par rapport à l'objectif que la région s'était elle-même fixé, sachant que la croissance démographique c'est un peu moins de 1000 ménages par an à partir de 2023. Donc l'objectif de création de logements dépasse effectivement la croissance démographique à partir de 2023. Ce que corrobore aussi ce graphique un peu plus compliqué qui est repris ici. Donc ce graphique-ci, je vais juste m'attarder un tout petit peu dessus parce qu'il reprend de un la création de nouveaux logements en rouge plein, et compare ceci avec la croissance démographique et les ménages supplémentaires qui arrivent sur le territoire de la région. Et en dessous de zéro, vous voyez un carré rouge par année qui reprend en réalité la différence qu'il y a entre les logements, la différence cumulée qu'il y a entre les logements sur le territoire de la région et les ménages. Que montre ce graphique ? En réalité, que jusque 2011, on a une différence cumulée qui s'accroît, ce qui montre que donc il y a un manque croissant de logements sur le territoire régional et que la croissance démographique en jaune dépasse largement les nouveaux logements mis sur le marché. Par contre, cette situation semble s'inverser au fur et à mesure des années, et en particulier sur les dernières années, si vous voyez 2020, 2021, et les quelques années aussi antérieures, il y a là plutôt davantage de logements mis sur le marché que de la croissance des ménages. Je ne sais pas qui parle en même temps, mais ça produit un bruit de fond qui est un petit peu dérangeant. Ah voilà, merci beaucoup. Alors, évidemment, ce qui interpelle par rapport à ce graphique, c'est de se dire, mais tiens, on a ces dernières années une augmentation des logements qui est supérieure à la croissance des ménages. Pourtant, le prix des logements continue d'augmenter, ce qui, du coup, nous pousse à croire qu'il faudrait en réalité approfondir l'analyse par typologie de logement, puisque ceci, ce sont évidemment des chiffres bruts sur l'ensemble des logements et l'ensemble des ménages, pour pouvoir identifier quelles sont les dynamiques des prix qui sont à l'œuvre derrière. La question, c'est évidemment quel type de logement et quel type de ménage arrive. Si, par exemple, on a une augmentation importante des ménages avec, prenons des ménages avec des familles nombreuses et que l'ensemble des logements mis sur le marché correspondent plutôt à des studios ou des appartements une chambre, on peut s'imaginer que l'augmentation des prix reste manifeste, ou par exemple que des logements, que le type de logement ne correspond pas à la demande de manière générale. Donc ça nécessiterait évidemment de voir les choses de manière un peu plus fine. Sur base de ce chiffre, en tout cas, l'idée que la création de logements serait globalement insuffisante semble en tout cas devoir être clairement nuancée, mais il faut voir aussi comment ça va s'établir dans le temps et toute une série de questions aussi qui se posent, dont une évidemment importante pour la région et pour assurer son avenir, qui est de se dire quel
types de logements aussi sont nécessaires de développer pour lutter aussi contre l'exode urbain, qui a aussi des conséquences d'étalement urbain, et donc de la capacité à garder les ménages sur le territoire de la région. Donc voilà, en gros, ça amène inévitablement aussi une série de questions complémentaires et donc d'analyses complémentaires que l'on analysera notamment dans l'Observatoire des permis de logement qui viendra encore dans les mois à venir et sur lequel Perspective travaille. J'en arrive alors aux instruments de projets urbains. Et à commencer évidemment par le PRDD, approuvé en 2018 et qui fixe véritablement la stratégie. Il y a toute une série évidemment de développements à l'œuvre aujourd'hui qui proviennent du PRDD. Et donc, ça reste un document stratégique de référence, évidemment, pour non seulement l'action de Perspective, mais plus globalement pour l'ensemble de ces différents acteurs publics, un cadre de référence et aussi d'action sur un certain nombre de zones ciblées par le PRDD. Il y a par ailleurs aussi évidemment un travail d'actualisation du PRDD qui sera réalisé par Perspective et de suivi de celui-ci. Le PRDD fixe un certain nombre de priorités qui sont évidemment le fait de mobiliser le territoire et l'identification d'ailleurs de toute une série de zones sur lesquelles la région souhaite travailler en priorité pour développer des nouveaux quartiers, de mobiliser le territoire pour aussi répondre à cet objectif d'un cadre de vie agréable, durable et attractif, donc pas seulement mobiliser pour créer une quantité de biens mis sur le marché, mais aussi de veiller à la qualité de ceci et du cadre de vie. Développer l'économie urbaine, ça concerne moins évidemment la présentation ici aujourd'hui, mais néanmoins important. Et enfin, favoriser le déplacement multimodal. Il est évident que l'axe 1 du PRDD est réellement ce qui nous importe, avec l'insistance sur le fait de à la fois être attentif à la qualité de logement, mais aussi à produire un certain nombre de logements qui permet l'épanouissement de sa population, ce qui du coup nécessite évidemment d'être attentif aux évolutions démographiques et à sa segmentation en fonction des différentes caractéristiques. L'accord de gouvernement en 2019-2024 a aussi confirmé que la création de logements restait un objectif important pour le gouvernement bruxellois et avec cet objectif de disposer de 15% de logements sociaux, de logements à finalité sociale sur l'ensemble du territoire régional. Autre plan, stratégie significative, importante et qui reste importante, même si elle a été lancée en 2004, il y a déjà bientôt 20 ans. C'est la création de 5000 nouveaux logements publics. On est aujourd'hui à 60% de l'objectif fixé en 2004. Donc, vous voyez aussi toute la difficulté qu'il y a à atteindre cet objectif et du coup aussi, évidemment, la multiplication des outils qui ont été développés au fur et à mesure des années pour répondre à ce besoin de logement socialement accessible. L'Alliance Habitat était d'ailleurs une réponse sur ce plan-là, puisque le plan Alliance Habitat lancé en 2013 prévoyait la création de 6720 nouveaux logements publics, mais donc pas uniquement des logements sociaux, mais aussi des logements CityDef, CLT, etc. Et enfin, autre document de référence, mais je ne vais pas m'attarder trop souvent dessus puisqu'il a été présenté en début d'année, c'est le rapport du comité scientifique du logement et préparé par le référent bruxellois du logement. Alors, on en arrive alors sur les différents projets urbains qui sont à l'œuvre aujourd'hui, certains étant finalisés, d'autres étant plutôt au début de leur histoire et un certain nombre sont au milieu. De manière générale, vous aurez compris que ces projets répondent à 3 logiques différentes. La première, c'est de travailler sur les entrées de ville,
C'est le cas sur, évidemment, Delta Herman de Brou, c'est le cas aussi sur l'AE40 et Mediapark, c'est le cas à Ezel, c'est le cas aussi sur Défense, c'est le cas aussi dans un certain nombre d'aménagements urbains qui dépassent un peu ce cadre-ci, mais du côté d'Anderlecht et de l'entrée de ville de ce côté-là. C'est l'objectif aussi de travailler sur les endroits où il y a des nœuds de mobilité importants, des hubs de mobilité, puisque l'objectif est également de pouvoir travailler là à la multifonctionnalité, de pouvoir amener du logement là où on est dans des espaces parfois trop monofonctionnels, en particulier monofonctionnels bureaux. C'est là qu'on va retrouver l'objectif d'apporter cette mixité plus importante du côté de la gare du Midi, de la gare du Nord ou du quartier européen. C'est aussi l'objectif de mobiliser des terrains qui auparavant étaient utilisés par les sociétés ferroviaires, la SNCB, Infrabel, et de pouvoir mobiliser ces espaces-là pour en faire des nouveaux quartiers ou des nouvelles zones d'activité. C'est le cas évidemment de Josaphat, c'est le cas aussi du triangle Delta, c'est le cas de la gare de l'Ouest. D'une certaine manière, c'est aussi un petit peu l'objectif de reconvertir des espaces qui ont été abandonnés du côté du quartier de la Défense, anciennement utilisé par l'OTAN, et où là, l'objectif est de créer aussi un nouveau quartier. On a 3 plans d'aménagement directeur qui sont désormais approuvés en dernière lecture par le gouvernement bruxellois. Ça veut dire qu'ils sont définitivement approuvés et désormais mis en œuvre. C'est le PAD Caserne, c'est le PAD Gare de l'Ouest et c'est le PAD Evart. Et on peut évidemment les passer en revue ici. Le PAD Caserne, donc reconversion d'un espace qui était anciennement occupé par la police et qui désormais est reconverti en quartier à la fois étudiant et de logement avec une série d'équipements également. Le PAD prévoit donc qu'il y aura 70% des nouveaux logements qui seront des logements sociaux et 30% de logements conventionnés. Donc, vous voyez que sur un total de 20 000 m² de logements publics au global, on aura 70% de logements sociaux, ce qui évidemment est significatif et important. Au-delà de ce logement public, il y a évidemment aussi du logement étudiant qui sera créé. On parle là de 600 cotes qui seront créées sur le site. Donc ça, c'est pour le PAD caserne avec la SAU qui assure l'articulation des différentes fonctions sur le site, mais CityDev qui sera aussi présent pour réaliser certains aspects en maîtrise d'ouvrage. Deuxième PAD définitivement approuvé, c'est le projet de la gare de l'Ouest. Donc le PAD prévoit 90 000 m² de nouveaux développements, dont la moitié, donc 45 000 m², seront du logement. Le PAD en lui-même ne précise pas de manière stricte la typologie des différents logements, mais les hypothèses sur lesquelles on travaille et ceux qui sont établis sont le fait d'avoir donc environ la moitié du logement SLRB et l'autre moitié du logement CityDev. C'est un petit peu plus du logement SLRB que CityDev, mais donc on aurait 10 000 m² de logement social, 7 000 m² de logement moyen et 14 000 m² de logement acquisitif, avec aussi encore une petite partie pour le fonds du logement et le CLT, sachant qu'on est ici dans une zone où, autour du périmètre de la gare de l'Ouest, le logement social est très présent. On le voit évidemment sur l'image avec les taux de logement présents autour du site, ce qui montre aussi que la création de logements moyens dans le quartier doit certainement être un élément important.
Gare de l'Ouest, donc définitivement approuvé, et CityDev est là le régisseur ensemblier de cette zone et veille à ce développement en lien évidemment aussi avec la commune de Molenbeek. Pas d'Evart, donc on est ici à cheval entre Molenbeek, Anderlecht et Bruxelles-Ville pour une toute petite partie si je ne m'abuse. Donc ici, on est vraiment sur un quartier, évidemment, qui existe déjà, à l'inverse de la gare de l'Ouest et de Caserne, puisque Caserne, au-delà des occupations temporaires, n'est pas un endroit habité. Ici, on est sur évidemment une zone beaucoup plus large, où la question est plutôt de remodeler cette zone pour, en réalité, densifier certaines parcelles et permettre, par ce biais-là, d'aérer globalement d'autres. Le quartier Evart qui en fait connaît une densité d'habitation assez faible par rapport, en tout cas plus faible que les quartiers avoisinants, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif parce que si évidemment si vous promenez dans le quartier, vous avez plutôt l'impression d'une grande animation et de beaucoup de présence, qui est liée aussi en partie évidemment aux activités de commerce, de voitures d'occasion qui est très présent et crée une empreinte très forte sur le quartier. Mais l'idée est donc là bien de créer une trame verte qui permette de créer des espaces d'aération, de prévoir aussi des espaces de recul, notamment le long du canal, qui permet à la fois donc d'avoir et de répondre à l'objectif de création de logements, mais aussi en même temps de créer des espaces d'aération nécessaires dans le quartier. Particularité de ce PAD, c'est qu'il prévoit, dès lors qu'ici la maîtrise du foncier n'est pas publique, ou principalement pas publique, même si certaines parcelles le sont, c'est l'idée que tout projet immobilier de plus de 2000 m² doit réserver 25% de sa surface pour du logement social ou assimilé, et donc seront vendus en priorité à la SLRB avec un prix de vente maximal qui est fixé dans le PAD. L'objectif étant, bien entendu, de pouvoir, par ce biais-là, de promouvoir la mise à disposition sur le marché de logements socialement accessibles. Si la SLRB n'est pas intéressée à l'achat, d'autres acteurs peuvent évidemment ensuite se présenter pour réaliser la mise sur le marché de ces logements socialement accessibles, que ce soit par des AIS, que ce soit par d'autres types d'acteurs. En ce qui concerne, donc ça c'était les 3 PAD qui sont définitivement approuvés. En ce qui concerne les PAD qui sont en cours d'élaboration, on va les passer en revue progressivement ici. Le PAD Mediapark et donc a été significativement modifié suite à une deuxième lecture au gouvernement et donc sera resoumis à enquête publique dans les semaines à venir, une fois que le rapport d'incidence environnementale aura été réadapté en fonction des modifications approuvées par le gouvernement. Donc le PAD globalement prévoit grosso modo 140 000 m² de logements globalement, logements publics pour 60 000, logements privés pour 71 000. C'est évidemment une diminution par rapport à ce qui était prévu initialement, puisque au départ, et en particulier sur la zone verte, il était prévu trois immeubles de logement qui donc ont été supprimés de la dernière version approuvée par le gouvernement. Et donc, ce qui permet évidemment de renforcer aussi l'espace vert qui est présent sur la partie nord du site, que vous voyez ici sur la droite de l'écran. Le quartier, évidemment, donc on est ici à cheval sur la commune de Schaerbeek et des Verts, à proximité donc de la E40 et entre la E40 et Mézère. L'objectif étant ici évidemment principalement de pouvoir assurer le redéploiement des sociétés de télévision RTBF et VRT qui prendront place donc au milieu du site, et de pouvoir aussi réaliser un certain nombre de développements par ailleurs en termes d'équipement.
Voilà pour le pad Mediapark. Le pad Port-de-Ninove a un périmètre beaucoup plus restreint, mais donc concerne en particulier la parcelle sur la gauche que vous voyez ici sur l'image, ainsi que le périmètre autour avec l'espace vert qui est désormais déjà aménagé. L'objectif du pad, c'est de pouvoir permettre de répondre à cet objectif de création de logements avec la parcelle qui est ici sur la gauche, mais aussi de sacraliser quelque part l'espace vert qui se trouve et qui est aujourd'hui en haut de l'image pour que ce soit effectivement repris dans l'affectation du sol, avec ici la création prévue de 120 logements SLRB. Donc on est ici juste à proximité du quartier Evart que je vous présentais tout à l'heure, le long de la petite ceinture, à l'entrée donc d'Anderlecht. Le pad Herman de Brou, donc on est plutôt sur Oudergem. Le pad Herman de Brou est désormais soumis après deuxième lecture au Conseil d'État. Donc vous avez vu qu'il avait été approuvé par le gouvernement bruxellois dans la torpeur estivale du mois de juillet. Alors, le projet, évidemment, s'articule autour d'abord d'un projet de mobilité et de requalification de l'espace public avec la suppression du viaduc et donc de l'empreinte et de la fracture que crée le viaduc dans l'espace urbain, et prévoit aussi du coup d'aménager un certain nombre de logements aux alentours de cet espace avec la création de 157 000 m² de logements au total, dont à minima 50% de logements à finalité sociale. Et donc des logements qui vont se déployer le long à la fois du boulevard, mais aussi sur la parcelle Delta, qui est une parcelle évidemment bien desservie en transport en commun le long et à proximité de l'espace de la station de métro, mais aussi de la station ferroviaire. Le pas de Josaphat, qui est certainement le plus médiatisé de tous les pads, qui est désormais maintenant à l'enquête publique qui se clôture cette semaine. Logement, donc PAD qui a été fortement modifié aussi suite à la première enquête publique. Donc le gouvernement a modifié la programmation de ce site puisque il a permis la création de ce qu'on a appelé un bioparc sur la partie nord du site, qui est ici sur la gauche de votre écran, en dessous de la voie ferroviaire. Donc on est ici à cheval entre Scarbeck et Evere, à proximité du boulevard Lambermont. Vous avez la zone d'activité économique qui se trouve au nord du site, qui est donc déjà présente aujourd'hui, mais qui va être reconfigurée dans le cadre de ce PAD, avec deux nouveaux quartiers qui vont être créés. Le premier, qui sera le premier aussi à être développé, qui se trouve donc sur la partie inférieure sur votre écran, inférieure à droite, qui est donc la partie aussi la plus connectée au boulevard et au tram sur le boulevard, qui est donc sur la partie Evere, qui va non seulement prévoir des logements, mais aussi une école et des équipements. Et puis la partie plutôt sur Evere, sur la gauche de l'écran, qui est là, plutôt le quartier, ce qu'on appelait le quartier de la gare, qui se retrouve donc sur la partie gauche en haut, que vous voyez sur l'écran. Donc sur l'entièreté du site, il est prévu de créer 57 000 m² de logements publics et 70 000 m² de logements privés. Et parmi les logements publics, d'avoir grosso modo la moitié du logement social SLRB et l'autre moitié du logement social modéré et moyen, avec une partie significative de logement CityDev. Donc ce PAD est à l'enquête publique aujourd'hui. Les éléments d'enquête publique seront évidemment traités, analysés et sera resoumis au gouvernement dans probablement au début de l'année 2022 sur base des résultats de cette enquête publique, une fois que la Commission régionale de développement aura aussi pu traiter l'ensemble des avis remis par ce biais. Le PAD loi,
PAD du quartier européen, qui avait donc été soumis à enquête publique, qui désormais fait l'objet d'une réanalyse demandée par le gouvernement sur base des résultats de l'enquête publique, mais aussi des changements de stratégie d'un certain nombre d'acteurs, dont la Commission européenne en particulier, qui évidemment est très prégnante sur ce site. Le premier projet de PAD prévoyait la création de 175 000 mètres carrés. Il s'agira de voir dans quelle mesure cette réanalyse permet de confirmer ou pas cet objectif, sachant que le PAD n'avait pas uniquement, évidemment, pour objectif la création de logements, mais aussi et surtout de créer, de créer cette multifonctionnalité dans le quartier. Pour ceux qui se sont baladés dans le quartier européen en période de crise sanitaire, vous avez pu voir à quel point la monofonctionnalité de bureau créait une déshérence du quartier aussi lorsque il est abandonné, ou en tout cas lorsque les conditions sanitaires ne permettent pas une présence importante. Et donc, c'est certainement un objectif qui sera confirmé dans l'analyse, vu aussi l'impact de ce type de crise et à plus long terme du télétravail. Mais donc, ce travail est à l'analyse pour voir aussi comment traduire des objectifs d'aménagement urbain dans cet ensemble, peut-être aussi avec une vision un peu plus large sur le plan du périmètre, pour ne pas se concentrer uniquement sur la rue de la Loi en tant que telle, mais avoir une vision un peu plus large sur l'ensemble du quartier européen. Le PAD Midi, qui est donc qui était également à l'enquête publique cet automne, puisque l'enquête publique s'est terminée le 2 novembre, qui là vise aussi du coup à créer de la multifonctionnalité dans ce quartier, mais aussi à l'amélioration de la qualité des espaces publics qui entourent la gare, articulé aussi évidemment autour des projets de nouveaux sièges sociaux des sociétés ferroviaires. Dans ce quartier est prévu 10 000 mètres carrés de logements publics et 184 000 mètres carrés de logements privés. Et aussi évidemment toute une série d'équipements pour permettre d'accompagner aussi la création de ce type de logement. Le PAD Bordet, on est ici à la lisière entre Evere et Bruxelles-Ville, avec notamment Arren au nord de l'écran. On est là encore dans une phase préliminaire sur la phase d'élaboration du PAD, donc pas encore d'objectif de création de logements qui est repris pour ce plan d'aménagement directeur. Le PAD des ailes qui prévoyait, dont là aussi on est encore dans les phases préliminaires de préparation du PAD. Il y a déjà eu des réunions publiques autour de ce plan, évidemment. On est là aussi dans des modifications de presse qui concernent plus spécifiquement le plateau en lui-même. Le PAD vise un périmètre un peu plus large, et notamment dans l'objectif d'améliorer aussi les abords du site et d'intégrer ça dans une vision plus large. Je ne vais pas revenir dans l'ensemble des développements sur ce site, mais donc l'objectif prévu en termes de programmation, c'est la création de 150 000 mètres carrés de logements sur ce site. Le PAD Maximilien, qui là s'articule aussi sur le maillage vert du site, avec les différents espaces verts existants et leur articulation qui doit trouver aussi une plus grande cohérence dans l'espace public, depuis la passe Sainte-Lette jusqu'au bassin Vergote, avec évidemment le parc Maximilien existant. Donc là, c'est véritablement le maillage vert qui constitue la colonne vertébrale du site, et aussi la création de nouveaux logements en lien évidemment avec la vision stratégique sur le quartier nord, qui vise à créer plus de multifonctionnalité sur ce quartier, avec la création d'entre 700 et 1000 nouveaux logements dans le cadre du périmètre de ce PAD Maximilien Vergote, avec une typologie encore à préciser. Et enfin, et c'est le dernier PAD que je vous présente dans cette présentation
des logements dans les projets urbains, c'est le pad défense. Donc, on est ici à la lisière entre Evere et la région flamande, puisque la région flamande reprend, donc on est là sur la commune de Zaventem et en particulier Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe-Saint-Étienne. Donc on est sur l'ancien site occupé par l'OTAN. Le redéploiement du site permettrait de créer un parc et un bois sur la partie inférieure. Donc on est là plutôt sur la partie est du site, puisque le nord est à droite. Donc sur la partie est du site, le pad en réalité est plus large que ce que vous voyez uniquement sur l'image, puisqu'il inclut aussi la réflexion sur les 2 cimetières présents également à proximité du site, donc le cimetière de Bruxelles et le cimetière d'Evere. Et la partie, donc, sur la partie supérieure qui vous est présentée ici, sur la région flamande prévoit le redéploiement d'un parc d'activités économiques avec l'idée d'avoir une densité aussi d'activités économiques plus importante que ce qu'on peut retrouver le long du boulevard Léopold III sur cette zone, et sur la partie bruxelloise, d'accueillir à la fois le quartier général de la Défense, donc la Défense belge, d'accueillir également une nouvelle école européenne qui serait donc la 6e, si je ne m'abuse, sur le territoire régional, et un nouveau quartier mixte couplant création de logements pour environ 140 000 m², et également potentiellement des activités économiques sur ce site. On est ici aussi à la lisière avec le site d'activité économique d'Avinci, propriété de CityDev, avec notamment sur ce site le siège d'Orange, si vous vous situez, et de l'autre côté du boulevard, le Décathlon des Verts. Donc voilà, on est là véritablement aussi sur le début du travail sur ce pad de défense, intéressant aussi parce qu'on est là dans une démarche conjointe avec la région flamande et en particulier le département Omgeving de l'administration flamande pour analyser le déploiement de ce site. Voilà, en gros, pour cette présentation des différents projets de logement sur les différents pads. Pour rentrer plus dans le détail, il faudrait évidemment analyser pad par pad aussi la manière dont ces différents éléments s'opérationnalisent, mais ça vous permet en tout cas d'avoir un panorama global de la question. Le deuxième volet que vous aviez souhaité que je présente aujourd'hui concerne plutôt l'enjeu du bureau et en particulier de savoir si les bureaux peuvent représenter un potentiel pour la création de nouveaux logements. Et je vais partir pour cette analyse principalement du dernier observatoire de bureaux qui a donc été publié en septembre de cette année et qui reprend un certain nombre d'éléments d'analyse que sont l'évolution des espaces de bureaux sur le territoire de la région, l'évolution de la vacance, donc des espaces de bureaux qui ne sont plus occupés, les projets qui sont en cours et l'analyse aussi des conversions d'espaces de bureaux vers d'autres fonctions. Alors, comment est-ce qu'on travaille pour réaliser cet observatoire? On analyse l'ensemble des permis qui sont délivrés et également ceux qui sont à l'instruction ou dans le pipeline. Et puis, on fait une vérification aussi de la mise en œuvre de ces permis sur le terrain avec un enquêteur de terrain qui analyse ça de manière plus concrète, puisqu'évidemment, ce n'est pas parce qu'un permis a été délivré que nécessairement il est mis en œuvre. Quelques éléments d'analyse. De manière générale, vous voyez que les espaces de bureau sont en légère augmentation sur la dernière année d'analyse, 32 000 m² supplémentaires. On a eu une augmentation forte des espaces de bureau jusqu'à l'année 2013, qui sont ensuite plutôt contractés. Et on a de nouveau une légère augmentation, mais derrière cette légère augmentation, il y a évidemment des dynamiques assez différentes. On a d'un côté des nouvelles surfaces de bureaux pour 131 000 m², principalement dans le quartier nord ou dans le quartier européen. On a aussi des surfaces qui disparaissent à hauteur de 100 000 m² environ
et des espaces de bureau qui sont reconvertis. Création de nouveaux espaces de bureau qui donc se situent principalement dans des zones bien desservies en transport en commun, et donc qui traduisent aussi plutôt l'idée d'un recentrage des espaces de bureau plutôt vers les quartiers centraux par rapport aux quartiers périphériques, ce que traduit aussi assez bien cette carte de la vacance, vacance qui, selon les derniers chiffres disponibles d'Alanis, augmente légèrement. On passe de 7,5% à 7,7%. Donc, à ce stade-ci, sur base des chiffres, on ne peut pas dire qu'on est dans une augmentation radicale de la vacance des espaces de bureau, mais évidemment, on a toujours un temps de délai entre la disponibilité des chiffres et la réalité sur le terrain. Et donc, il est probable que cette augmentation de la vacance continue de s'accentuer, en particulier dans certaines zones, entre la fixation des chiffres et la situation actuelle, et évidemment dans les mois à venir. Sachant toutefois que la stratégie de l'ensemble des entreprises n'est pas non plus nécessairement stabilisée par rapport à la situation future. On le voit, la vacance est inégalement répartie sur le territoire de la région, avec certaines zones où la vacance est plus forte. Je pense évidemment à la seconde couronne, avec l'ensemble des zones décentralisées en vert, ici, où on a avec un taux de vacance en moyenne de 9%, mais qui parfois atteint 14% dans certaines zones, et des quartiers centraux avec un taux de vacances globalement plus faible, le plus faible étant dans le quartier européen, avec de mémoire 3,8% pour le quartier européen, avec par contre une augmentation de la vacance dans certaines zones qui est plus importante, dont le quartier nord, mais qui évidemment recouvre aussi parfois certains ensembles immobiliers importants, je pense au CCN par exemple, donc à analyser aussi par la suite. On voit une augmentation significative de la vacance dans le quartier nord, mais qui traduit aussi des dynamiques immobilières spécifiques. Et une vacance aussi du quartier Louise, qui reste très importante de manière générale. Ceci analyse la question qui nous préoccupe plus particulièrement, qui est de savoir quelle est la reconversion de bureaux vers d'autres types de fonctions. Ce qu'on voit ici, c'est que d'abord, la reconversion de bureaux n'est pas nouvelle, elle s'est accentuée en particulier depuis 10 ans. Et donc, depuis l'année 2012, on voit que la reconversion de bureaux vers d'autres types de fonctions est significative et importante. Lors du dernier observatoire des permis logements, on avait analysé que 20% des nouveaux logements neufs mis sur le marché sont issus de bureaux reconvertis. Donc, on voit que c'est une dynamique qui est à l'œuvre de manière significative sur le territoire régional. Je dois dire que d'ailleurs, si on compare avec d'autres villes, c'est une spécificité bruxelloise. Si on regarde les bureaux qui sont reconvertis à Paris, par exemple, on a avec un taux qui est beaucoup plus bas, avec seulement 1% d'espace, 1% de la création de logements qui est issue de bureaux reconvertis. Donc, c'est effectivement une dynamique qui est à l'œuvre de manière importante, et le logement représente en brun ici sur la slide la partie la plus importante évidemment des reconversions, puisque ça représente plus de 60% des bureaux reconvertis. Donc ceci évidemment doit nous amener à un certain nombre d'éléments d'analyse. Pourquoi? Parce que dans les débats qui ont suivi aussi la situation sanitaire au niveau bruxellois, on a entendu régulièrement l'idée que pour répondre aux problèmes de logement sur le territoire de la région, il suffit d'assurer la reconversion des espaces de bureaux qui sont laissés vacants, et en particulier des espaces de bureaux qui auraient été délaissés suite à la crise sanitaire et l'augmentation du télétravail. Ceci et d'autres éléments doivent, selon moi, amener à nuancer évidemment cette assertion. De un, parce que, comme je le disais, la stratégie des employeurs et des entreprises n'est pas encore fixée. Alors,
elle peut se traduire évidemment par une réduction des surfaces de bureaux dans un certain nombre de zones, mais néanmoins, la surface moyenne par travailleur est plutôt amenée à augmenter, et en particulier afin de veiller à ce que la qualité des espaces de bureau soit aussi parfois plus adéquate par rapport aussi aux besoins de travail collaboratif par exemple. On se rend compte que si on veut effectivement attirer les travailleurs sur le lieu de travail, il faut aussi prévoir des logements de qualité et propices au travail collaboratif. Donc ça peut amener aussi un redéploiement différent des espaces de bureau à l'avenir. C'est un premier élément. Deuxième élément, on voit qu'il y a déjà un certain nombre de reconversions à l'œuvre, donc la question n'est pas nécessairement de vouloir accélérer cette reconversion, mais de voir si cette reconversion fait sens par rapport à l'aménagement des espaces urbains, ce qui m'amène du coup à un certain nombre d'éléments qui continuent d'être des éléments d'analyse réalisés par Perspective, qui est de savoir est-ce que ces reconversions ont du sens du point de vue du projet urbain que l'on défend, à savoir, vous vous rappelez le PRDD, d'avoir des espaces de qualité et des logements de qualité, ce qui signifie donc d'avoir à proximité de ces logements des équipements, d'avoir de la mobilité qui soit adéquate par rapport à ces nouveaux logements, d'avoir du commerce, d'avoir des espaces verts aussi à proximité. Donc, tous les espaces de bureau ne sont pas nécessairement propices pour réaliser ce type de reconversion. Deuxième élément, de pouvoir aussi analyser sur le plan du logement social et abordable, est-ce que la reconversion de bureau fait sens par rapport à cet élément-là aussi, puisque certaines reconversions peuvent se faire avec des prix et des investissements qui permettent la mise sur le marché de logements abordables, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et enfin, évidemment, il y a cette question-là, certaines typologies de bureaux ne sont pas du tout adaptées à être converties en bureau, puisque lorsqu'on veut faire, à être converties en logement, puisque lorsqu'on veut faire du logement, on veut du logement traversant, qui soit lumineux, qui soit avec aussi des espaces extérieurs de qualité. Lorsqu'on a des espaces de bureau qui sont avec une profondeur trop importante, par exemple, ça limite à la fois la lumière, la possibilité d'être traversant, et donc ça ne répond pas à un certain nombre de prescriptions précisées par le RRU, par exemple. Donc, il faut évidemment nuancer l'idée que tous les espaces de bureau pourraient être facilement reconvertis en logement. Certains espaces de bureau se situent aussi parfois dans des zones qui ne sont pas du tout propices à du logement, qui sont des zones d'activité productive, par exemple. Donc voilà, mais c'est en l'occurrence le travail d'une task force spécifique que l'on a créée au sein de Perspective en collaboration avec Urban et le maître architecte pour analyser spécifiquement ces différentes questions. Donc le travail n'est pas fini sur cette question-là. Ceci conclut globalement, je vais quitter le diaporama comme ça permettra que l'on se voit plus facilement. Voilà. Ceci termine la présentation que je souhaitais vous faire ici et maintenant. Je dirais que de manière générale, c'est évidemment donc un élément structurant de nos projets urbains, de pouvoir voir comment est-ce que ces projets urbains permettent de répondre à l'objectif de création de logements abordables pour les Bruxellois. Et pour les nouveaux ménages, à la fois traduction dans des projets d'aménagement directeur, mais aussi plus largement, puisque notre mission ne se limite pas uniquement à ces outils-là, et de pouvoir produire d'abord des éléments d'analyse et de connaissance des dynamiques territoriales pour identifier quelles sont alors les actions et recommandations que l'on peut faire pour répondre à ceci, en lien aussi d'ailleurs avec des éléments plus opérationnels, que sont par exemple la création de la cellule opérationnelle logement logée au SPRB et qui là permettra aussi d'assurer le suivi plus directement opérationnel des recommandations et du plan d'urgence logement et des recommandations du comité scientifique du logement qui vous avait été présenté en début d'année. Voilà, je ne doute pas que vous avez certainement de nombreuses questions, interpellations et autres ou commentaires à formuler et je suis évidemment à votre disposition pour tenter d'y répondre.
Merci Antoine pour cette présentation, effectivement très intéressante, avec le point de vue notamment très intéressant et bien développé là, de perspective par rapport à cette question de la reconversion de bureaux en logement. Alors, j'ai vu que pendant la présentation, il y avait déjà certaines questions qui avaient été posées dans le chat auxquelles Yves Van de Castel avait déjà répondu. Néanmoins, Xavier, je m'adresse à toi parce que tu as posé une question en particulier pour Antoine de Bormann, notamment sur la question des PAD. Et donc, ton interpellation est la suivante. Les PAD prévoient une quantité importante de logements supplémentaires à créer, tant publics que privés. Or, dans la présentation des statistiques qui ont été montrées au départ, au début de l'exposé, cela démontrait justement que le rythme actuel de production de logements dépassait déjà celui de la croissance démographique. Et donc, y a-t-il pas là justement une contradiction ou en tout cas un risque de nourrir un excès de production de logements? C'est la question de Xavier. Xavier, je ne sais pas si tu souhaites compléter ton interpellation. Non, bon, s'il y a un excès de production, évidemment, certains vont voir ça comme une évolution négative. Euh, il faut dire aussi que c'est un effet positif. Hein, ça entraîne une baisse des prix, ça peut entraîner une baisse des loyers, donc ça nourrit l'accessibilité au logement. Mais voilà, je voulais avoir l'avis d'Antoine parce que prévoir de telles quantités de logements à un moment où on est peut-être déjà en surproduction, voilà, je trouve ça interpellant. Alors, je trouve ça évidemment une question très pertinente, hein, de voir effectivement comment est-ce qu'on calibre la production de logements. Donc, plusieurs éléments de réponse par rapport à cela. Un, on est effectivement toujours dans une situation de crise du logement sur le territoire régional. On vient de passer le cap du 51 000 ménages en attente d'un logement social. Ce qui traduit bien une réalité de difficulté d'accès au logement et à un logement de qualité qui répond aux besoins des différents ménages sur le territoire de la région. Donc je dirais que s'il y a une surproduction pour le moment par rapport aux nouveaux ménages, quelque part, c'est d'abord avant tout une bonne nouvelle pour répondre à cette situation de crise du logement. Je pense que la meilleure manière de répondre à la situation de l'augmentation des prix et de la difficulté de logement pour toute une série de mal logés, c'est effectivement d'augmenter l'offre. On sait qu'on a parfois dans le passé développé des politiques plutôt de soutien à la demande. Je pense que sur un territoire restreint comme celui de la région, les politiques de soutien à la création de l'offre de logement est une réponse plus structurelle à cette question de l'augmentation des prix, d'autant que derrière les 51 000 ménages en attente de logement social, je pense que la réalité des mal logés est plus large que uniquement ces 51 000 ménages-là. Donc oui, effectivement, je pense que c'est avant tout une bonne nouvelle pour répondre à cette question. Derrière aussi la question du nombre et de l'approche purement quantitative, il faut aussi avoir une approche, je pense, qualitative, qui est de se demander est-ce que la typologie des logements qui sont mis sur le marché répond à la typologie des ménages, comme je le disais tout à l'heure? Si on a beaucoup de logements, une chambre qui sont développés, est-ce que ça répond aux besoins de l'ensemble des ménages et notamment des familles avec enfants? Deux, est-ce que aussi les différents logements répondent aux besoins et attentes de l'évolution aussi du besoin? Ben, on sait qu'avec une crise sanitaire plus importante, l'augmentation du télétravail, etc., le fait de disposer d'une pièce pour un bureau, par exemple, est fait plus importante désormais, ou aussi les espaces et les abords autour de ces logements. Donc, ça veut dire aussi que pour répondre à la fois aux logements, aux ménages présents sur le territoire de la région et éviter aussi l'exode urbain, ben, c'est important de produire des logements qui sont adaptés aussi à la demande, ce qui du coup nécessite à la fois dans les plans d'aménagement directeur, mais aussi dans le suivi opérationnel qui en est fait par les différents acteurs qui seront amenés à produire ces logements, d'être attentif évidemment à ces différents éléments. Mais cela étant, ça ne dispense, je pense pas du tout, l'idée que créer
des logements est important pour les années à venir. On n'est pas encore, je pense, du tout dans une situation où on aurait trop de logements par rapport aux différents ménages. D'autant qu'il y a aussi, comme le montrent aussi les chiffres, un effet de rattrapage par rapport à une situation existante et un manque de logements. Mais si vous avez observé les dynamiques immobilières de ces derniers mois, vous aurez constaté qu'on n'est pas non plus loin de là dans plutôt un apaisement des prix sur le marché du logement. Voilà, j'espère répondre avec ces quelques éléments à la question, mais je dirais que ça doit évidemment être un élément d'analyse qui doit continuer à nous occuper, évidemment, de pouvoir faire le lien entre croissance démographique, croissance des logements, croissance aussi d'ailleurs des autres fonctions qui doivent accompagner cette augmentation des ménages, que sont l'augmentation des équipements, évidemment, équipements scolaires en priorité, mais aussi équipements sportifs, culturels ou autres, et voire même d'ailleurs la création aussi de commerce et de commerce diversifié pour répondre à cette présence des ménages dans un certain nombre de quartiers, pour traduire aussi sur le plan de l'aménagement urbain cette idée de la ville de proximité prévue et développée par le PRDD. Merci. Par rapport à cette dernière réflexion, je pense que pendant les discussions préparatoires, Thomas Dawans, si tu es là, tu avais une question à ce sujet que tu as soulevé dernièrement, notamment par rapport au mécanisme d'observation des besoins que Perspective pourrait avoir dans des nouveaux quartiers qui sont en train de se développer avec des projets clés sur porte. On avait pris comme exemple, par exemple, le projet Source à Forêt. Est-ce que tu souhaites développer ta question, Antoine? Oui, mais donc effectivement, c'était dans le cadre du projet Calico qui se développe dans cette nouvelle zone résidentielle du bas de Forêt, le long des usines Audi, près de la population, la forêt. Je constatais qu'il était impossible d'avoir des données quelque part sur les besoins dans la zone, alors qu'en fait, depuis l'arrivée de CityDev avec le projet Beerwoods de 239 logements il y a une quinzaine d'années, beaucoup d'ensembles ont par la suite été construits, certains le sont encore, et au final, ça représentera presque 2% de la population de forêt qui intégreront ces nouveaux logements. Et pratiquement pour la moitié, ce sont des projets qui ont été soutenus par les autorités publiques pour des publics en partie aussi fragilisés. Et donc, je me dis, tiens, c'est intéressant. En fait, on développe des nouveaux ensembles de logements sociaux, mais puisqu'ils ne sont pas dans le vieux bâti ancien de la zone de rénovation, eh bien, il n'y a en fait aucune forme de monitoring qui est réalisée sur ces zones, alors que c'est dommage. Mais donc, c'est une des espèces de conséquences de la logique de l'achat clé sur porte, où d'un seul coup, on n'a plus une planification plus encadrée, en quelque sorte, de l'intervention publique sur un territoire. Et donc, voilà, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'intégrer un petit peu mieux dans les réflexions notamment les investissements publics, la notion d'accession sociale dans ces quartiers-là, mais aussi en termes de besoins. Quand on se retrouve avec 2% de la population d'une commune qui arrive en pratiquement 10 ans sur un même territoire, ça paraît quand même logique de pouvoir intégrer des éléments de réflexion en termes de planification, quand bien même ce n'est pas dans les zones de rénovation urbaine. Donc voilà, c'était ça le sens de ma remarque. Je ne sais pas ce qui peut être fait à ce propos, mais il y a un enjeu d'anticipation aussi dans ces quartiers, quoi. Je suis vraiment confus, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on ne cadre pas suffisamment les projets de logement public qui sont réalisés dans le cadre de projets clés sur porte? Ou bien est-ce que la question, c'est est-ce qu'on accompagne suffisamment sur le plan des autres fonctions cette arrivée de nouveaux C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, mais effectivement, en termes de fonctions aussi. Au début du projet, le projet de Calico se voulant à la recherche de répondre à des besoins que les résidents de la zone pourraient rencontrer, se retrouvait face à une relative faiblesse du monitoring de ces besoins dans la zone, simplement pour les raisons que j'essaie d'évoquer,
que ce ne sont pas les zones privilégiées pour les études en question. Voilà. Parce que qu'il y ait effectivement un certain nombre de projets clés sur porte qui permettent la création de logements sociaux, je pense que c'est avant tout évidemment une bonne nouvelle. Ça permet d'accélérer évidemment la création de logements, dont on a vu que là, en moyenne, la création était quand même insuffisante pour répondre, je veux dire, au même rythme que la création actuelle. Ça mettra encore très longtemps avant de répondre à l'ensemble évidemment des ménages qui sont en situation d'attente, nonobstant évidemment les autres types de réponses qui peuvent être apportées. La question me semble plutôt de savoir comment est-ce qu'on accompagne effectivement sur le plan plus large des aménagements urbains, l'arrivée de ces nouveaux ménages dans certaines zones, et en particulier, ben, ici on est plutôt dans une zone qui est à proximité d'une zone industrielle, si je ne m'abuse, ou d'une zone où la présence en équipement est plus faible. Et c'est évidemment un élément d'attention, je pense, important et probablement une activité qui ne pourra que prendre davantage de place dans les travaux que nous réalisons dans les années à venir. Pourquoi? Parce qu'en dehors, effectivement, des zones stratégiques ou des zones leviers identifiées par la région, c'est important de pouvoir veiller à ce que, de manière générale, sur le territoire régional, l'arrivée de nouveaux habitants soit accompagnée sur le plan des équipements. C'est évidemment le cas au niveau de la création d'équipements scolaires, avec la création du service école et par ce biais-là, l'anticipation des besoins de création de places. Bah, la bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que pour l'enseignement fondamental, on arrive à une situation d'équilibre entre la population et les écoles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus investir dans les écoles primaires du point de vue de leur infrastructure, mais qu'en tout cas en termes de création de places, on a permis d'atteindre un équilibre. Par contre, il reste un défi significatif d'ici 2025 pour les équipements d'écoles secondaires. Et donc là, ça reste aussi évidemment une priorité de nos services. Mais évidemment, les équipements scolaires, c'est une partie. La question se pose de manière plus générale sur le plan des équipements, des espaces verts, de la mobilité, du commerce. Sur ces 4 dimensions-là, est-ce que l'arrivée des nouveaux habitants est cohérente par rapport à l'espace urbain? Et donc, je pense qu'on devra aussi pouvoir être déployer quelque part des instruments d'analyse sur ces différents éléments dans les années à venir. Et juste un tout dernier commentaire, c'était aussi se rendre compte qu'il était difficile de pouvoir, une fois éventuellement un diagnostic, par exemple, en besoin d'infrastructures sportives, par exemple, d'être développée dans la zone, dans la mesure où elle n'est pas dans les canaux de subvention de la région, à travers les contrats de quartier et autres, puisque cette zone n'est pas, eh bien, c'est pratiquement, enfin, c'est un vrai défi pour savoir comment on pourrait mener une politique publique là-dedans. Alors déjà, quelque part, c'est la promotion qui développe la zone. Certes, il n'y avait pas un enjeu de planification en amont. C'est des achats clés sur porte, donc on n'a pas vraiment de maîtrise non plus sur le développement d'autres services conjointement. Et en plus, la zone n'étant pas dans une zone d'intervention privilégiée, c'est pratiquement impossible de canaliser les moyens. Et c'est là où je voulais dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de prendre conscience justement que dans ce marché qui produit vite, ce sont aussi des zones qui méritent des anticipations et donc de parvenir à définir la canalisation de moyens pour intervenir dans ces nouveaux quartiers et pas attendre 20 ans qu'ils se dégradent pour qu'on puisse faire les diagnostics et puis finalement, il y a fait que des moyens. Mais bon, voilà. Vous avez tout à fait raison. Hein. Je pense que c'est un défi de manière générale. Alors, c'est un défi de manière générale sur les activités de planification, puisqu'on le sait, c'est pas parce qu'on dessine, on fait des beaux dessins avec des belles couleurs que nécessairement ça s'opérationnalise derrière. Et donc, c'est évidemment extrêmement important de veiller à ce que les investissements publics suivent le travail de planification. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est pas en particulier parce qu'on a identifié que sur une parcelle, on va mettre un équipement que l'équipement arrive. Et donc, à la fois au niveau des investissements nécessaires pour réaliser des infrastructures et a fortiori pour le fonctionnement de cet équipement par la suite, puisque évidemment, lorsqu'on crée un centre culturel ou a fortiori une piscine, ça représente évidemment des frais de fonctionnement très importants pour les pouvoirs subsidiants qui en assurent le fonctionnement et qui sont souvent d'ailleurs
l'intérieur, les communes, mais aussi d'autres, les communautés ou autres. Et donc, c'est évidemment aussi un défi qui nécessite d'interroger du coup la manière dont on traduit cela et qui amène parfois à des choix qui doivent être des choix publics à un moment donné et qui dépassent certainement aussi strictement la mission de perspective, mais qui est d'identifier, tiens, si on a identifié que dans un quartier en particulier, il convient d'apporter de l'équipement sportif, est-ce qu'on considère que cet équipement doit être uniquement de l'équipement strictement public, ou bien est-ce que ça peut être de l'équipement privé? Est-ce que par exemple le fait d'avoir une salle de sport privée permet de répondre aux besoins de la zone en termes d'équipement sportif, ou bien est-ce qu'il faut absolument que ce soit une salle communale de sport, pour prendre cet exemple-là. Mais néanmoins, je pense que ça nécessite inévitablement de pouvoir effectivement faire une analyse globale, effectivement, des projets qui sont à la fois arrivés ou en cours ou à l'instruction pour pouvoir anticiper évidemment les différents besoins sur une zone. Cela étant, nous tentons d'y répondre par le biais des CRU, qui sont un instrument d'investissement évidemment limité aux zones prioritaires déterminées par la région, mais qui permettent de financer un certain nombre d'équipements. De manière plus limitée, mais néanmoins importante, dans le cadre des contrats écoles qui sont développés depuis l'année dernière, ça permet aussi de faire des opérations ciblées pour non seulement financer des investissements dans des équipements, mais aussi pour soutenir des frais de fonctionnement de ces structures, pour avoir un facilitateur sur la zone du contrat école permettant d'assurer aussi l'articulation entre les différentes occupations du site. Donc ça montre que à différentes échelles, on tente de pouvoir apporter des réponses à ces différents éléments, mais je prends en tout cas bonne note de votre analyse et de votre remarque. Merci Thomas pour ta réflexion et merci pour cette réponse. Je voudrais donner la parole à une personne qui a levé la main il y a déjà quelques minutes. Alors j'espère que je prononce bien son nom, c'est Monsieur Swernogora. Voilà, j'ai fait au mieux, mais donc je vous donne la parole. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, j'entends que l'image d'une explosion démographique est abandonnée, c'est clair, c'est d'ailleurs lisible dans les projections de l'IPSA. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre de mesures urbanistiques ont été conçues dans cette logique démentie entre-temps d'explosion démographique. Et donc, je lis que le comité scientifique du logement a dénombré qu'il y aurait 1,2 million de mètres carrés de nouveaux logements sur les PAD actuellement à l'étude. Et ça, donc ce qui est déjà trop dans l'absolu, et cela uniquement dans les PAD, sans parler de toutes les mesures prises dans le RRU, etc., pour augmenter les hauteurs bâtissables, les rehausses de bâtiments et ainsi de suite. Alors j'entends, et c'est vrai, qu'un excédent de logement, c'est positif, mais ça crée aussi une pression sur l'environnement, sur le patrimoine, sur les perspectives, sur les paysages, et de cela, il est très difficile, évidemment, de contrer un projet qui est conforme au point de vue urbanisme, qui a, comment dire, relâché les contraintes, mais qui a un impact négatif sur le patrimoine. Donc, cela me semble être un vrai problème. Eh bien, il faudra vivre avec, sauf si on a une autre réponse. Si je peux apporter quelques éléments de réponse, je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé par rapport au fait que l'explosion démographique doit être abandonnée. D'abord, les derniers chiffres de l'IPSA se basent sur l'année 2020 qui, ça ne vous aura pas échappé, est une année un petit peu particulière. En particulier, on a le phénomène des migrations
nationale ou internationale qui est évidemment beaucoup plus limitée. Or, on sait qu'une partie significative de la croissance démographique sur le territoire de la région est fortement liée évidemment au phénomène de migration. Et on n'a pas de raison de penser que ce phénomène migratoire va se diminuer dans les années à venir. Si vous suivez un tout petit peu l'actualité internationale ou l'actualité climatique, vous aurez constaté qu'on n'a pas dans la prospective des années à venir l'idée que le nombre de personnes qui vont arriver sur le territoire belge va diminuer dans les années à venir. Et Bruxelles est évidemment la première zone d'accueil de ces migrants internationaux. Donc, peu de raisons de croire que ça va diminuer dans les années à venir, ce qui signifie que le défi démographique va certainement continuer d'être un élément d'attention pour les années à venir. Et par ailleurs, j'ai amené aussi toute une série d'éléments de nuances par rapport, suite à la question de Xavier Mertens sur cette question-là. Alors, sur la question de savoir est-ce que il y a une pression plus importante sur l'environnement et le patrimoine, ben c'est évidemment tout, quelque part, l'ambition, l'objectif à la fois du PRDD et aussi de sa traduction en projet urbain, de pouvoir éviter de créer un antagonisme entre l'un et l'autre. L'objectif est bien de pouvoir créer du logement et de pouvoir préserver des espaces verts. Ça vous aura d'ailleurs pas échappé que dans un certain nombre de PAD, les PAD sacralisent en réalité un certain nombre de zones pour que ce soit des zones vertes qui ne pourront pas être constructibles. C'est le cas dans le PAD des Vartes où l'on crée un maillage vert au sein des différents quartiers. C'est le cas à Mediapark, par exemple, avec la création d'un bois sur la partie nord du site. C'est le cas à Josaphat avec la création du bioparc. C'est la création dans toute une série de sites. C'est le cas à la Porte de Ninove avec l'immunisation de la parcelle réservée à l'espace vert. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est le cas d'ailleurs aussi sur la gare de l'Ouest avec la création à la fois d'une zone réservée à la biodiversité et d'un parc public. Donc, ça veut dire que les PAD sont aussi un instrument pour créer et sacraliser des espaces verts et éviter qu'ils ne soient constructibles à l'avenir dans des zones qui, pourtant, pouvaient potentiellement le prévoir antérieurement. Donc ça, c'est un premier élément. Et sur le patrimoine, les PAD sont aussi un instrument de reconnaissance et de valorisation du patrimoine. Si vous prenez de nouveau le PAD des Vartes, par exemple, le PAD reprend un inventaire systématique des éléments de patrimoine, y compris d'ailleurs du patrimoine industriel, qu'il faut pouvoir préserver, qui se traduit d'ailleurs ensuite après dans des projets plus précis, puisque par exemple sur la rue de Manchester, le projet Manchester, le projet de la SAU vise justement à revitaliser un espace anciennement industriel en un espace d'équipement et de logement à disposition des habitants. Donc ça veut dire que cet élément de patrimoine, selon moi, est pris en compte dans les projets qui sont développés. Après, ça doit évidemment se vérifier à l'épreuve des faits et de la traduction opérationnelle des différents projets urbains qui sont prévus par la région. Oui, j'entends bien et je m'attendais à cela. Mais évidemment, la projection de l'IPSA, elle couvre les 50 ans à venir et on sait que des projections et des extrapolations sont toujours extrêmement hasardeuses. On ne sait même pas dans quel sens ça va évoluer. Mais au point de vue démographique, il y a, si je puis dire, deux aspects à l'international. Si l'Union européenne s'étend, par exemple, à l'Ukraine ou à la Turquie ou ailleurs, il y aura un impact en région bruxelloise. Bon, mais c'est quelque chose qui est gérable et prévisible quand ça se concrétise. Mais pour ce qui est de l'impact climatique, je n'ai pas l'impression que les tours de logement que l'on envisage ici ou là sont une réponse réaliste, comment dire, à une montée des eaux et l'altitude 100, le quartier de l'altitude 100 n'est pas la solution à l'immigration climatique. Je pense que les problèmes se poseront de toute autre façon, mais ça, notre génération le verra ou pas. Donc, en clair, je ne vois pas le lien entre les prévisions réalistes ou
entre les prévisions démographiques décrites et les mesures urbanistiques qui sont prises pour y faire face, pour autant qu'elles se produisent. Mais la question reste posée, on verra, en ce qui me concerne en tout cas, ou pas. En tout cas, même les prévisions climatiques les plus extrêmes ne prévoient pas une montée des eaux à Bruxelles. Donc, de ce point de vue-là, on peut être rassuré, si tant est qu'on puisse être rassuré sur cette question-là. C'était une boutade, évidemment. C'est une boutade de ma part aussi, donc ne vous inquiétez pas. Je suis rassuré. Sur l'aspect, cela dit, sur l'aspect environnemental et climatique de manière plus générale, puisque c'est aussi une question évidemment qui anime beaucoup aussi les débats publics sur la question. La réponse qui est apportée par le PRDD et qui pour moi reste totalement valable, c'est le fait de se dire que l'enjeu sur le plan environnemental, climatique, mais aussi de préservation de la biodiversité, la meilleure réponse reste d'éviter l'étalement urbain et l'étalement, parce que l'étalement urbain implique à la fois une augmentation de la bétonisation des sols, implique également l'augmentation des déplacements et des besoins de mobilité, implique également des besoins d'augmentation et de dispersion des services publics qui sont offerts. Et donc le fait de pouvoir prévoir la mobilisation des espaces propices à accueillir du logement au sein du territoire urbain et de l'agglomération urbaine, me semble, et reste la meilleure réponse aussi sur le plan environnemental, climatique et de la biodiversité. Et donc tout le défi, c'est évidemment pas d'opposer logement et environnement, mais plutôt de pouvoir montrer que l'on peut faire du logement et prévoir des espaces de qualité sur le plan des espaces verts à proximité des logements qui sont déployés pour pouvoir aussi permettre à tous les Bruxellois, et on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, à quel point c'était un besoin important, de pouvoir apporter un accès aussi à du logement, à des espaces publics de qualité et des espaces récréatifs et verts. Donc, je dirais que ça me semble effectivement totalement pertinent et justifie du coup aussi de pouvoir veiller à l'activation des zones sur lesquelles c'est propice, que ce soit à proximité de nœuds de mobilité, comme je disais tout à l'heure, ou sur des terrains et du foncier qui restent disponibles et activables. Merci. Je voudrais à présent donner la parole à Isabelle Potier, qui a levé la main aussi il y a quelques minutes, je pense, et qui souhaite intervenir. On n'entend pas ce que vous dites. Il y a un problème de micro. Peut-être lié à votre casque. Non, on n'entend toujours rien. Et pourtant, votre micro est activé. Hein. Non, on n'entend pas. Ça semble être une question de volume. Oui, peut-être une question de volume, oui. Il faut sinon mettre la question par chat, si ce n'est pas possible, oralement. Et sinon, vous ne savez pas débrancher votre casque et alors on vous entendra? Tom? Non plus. Sinon, effectivement, la solution, c'est de mettre la question, votre intervention par chat. Mais c'est compliqué. Surtout pour Isabelle. Oui. Bon, alors peut-être qu'en attendant qu'Isabelle essaye de régler son problème technique, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Esther, si tu es encore là, j'ai vu que tu avais posé pas mal de questions dans le chat. J'ai vu que Yves t'avait répondu en partie. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes tes questions ou il y a encore des zones d'ombre? Il y a plus que des zones d'ombre. Je suis quand même très interpellée par le décalage qu'il y a entre ce qui se construit et la demande effective. Et j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est comment ça se fait que ce marché ne se régule pas en termes de prix, dans la mesure où quand même énormément il y a une grosse demande qui n'est pas, à laquelle il n'est pas répondu. Et est-ce que tous ces logements neufs qui sont construits actuellement sont occupés finalement, ou est-ce qu'ils sont purement acquis à des fins de sécurité, voire de spéculation?
Voilà, ce sont vraiment des gros points d'interrogation que j'ai parce que en tant qu'économiste de formation, je ne comprends pas ce qui se passe. L'offre ne correspond pas à la demande, mais le prix ne baisse pas. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Mais donc j'entends la question. Je pense avoir apporté une série d'éléments d'analyse dans ce que j'ai présenté un peu plus tôt dans cette présentation. Je pense que ça continue d'être une question évidemment qui devra faire l'objet d'un suivi, à la fois sur la catégorisation des différents logements, mais en termes de vacances des logements existants, je pense que ça reste extrêmement marginal par rapport à l'ensemble du marché. Donc, je ne pense pas que ce soit un élément d'explication significatif. Mais l'observatoire aussi du logement apparaître permettra aussi, je pense, de clarifier un certain nombre d'éléments. Mais je voudrais un petit peu, j'ai le sentiment que cette présentation vous a peut-être donné l'impression qu'en fait on crée assez de logements et que du coup il fallait s'arrêter là. Je voudrais vraiment m'inscrire en faux par rapport à cette interprétation des chiffres que j'ai présentés. Ce n'est absolument pas ça que j'ai présenté. J'ai dit de un qu'il y a un rattrapage par rapport à la situation existante, de deux qu'il faut pouvoir analyser plus finement la différence qu'il y a entre l'offre d'un côté et la demande de l'autre, de trois qu'il y a une crise du logement qui reste particulièrement prégnante sur le territoire de la région et qui montre que la nécessité de pouvoir fournir du logement à prix abordable et qui répond aux différents besoins des ménages reste extrêmement important et que c'est la seule manière à un moment donné d'assurer une modération des prix. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin que simplement faire une analyse des chiffres bruts par rapport à cette question-là. Et Isabelle, justement, donc, nous exprimer sa question par écrit dans le chat. Est-ce que Perspective va mener une analyse sur la question des prix des logements, la moitié des logements neufs étant achetés par les investisseurs? Et elle ajoute, dans d'autres villes, la financiarisation de l'immobilier fait pas mal de dégâts, il faudrait anticiper ce risque. Oui, j'entends la question. On se situe là aussi un peu à cheval entre à la fois la mission de Perspective qui est de pouvoir assurer une vision du territoire dans le temps, mais aussi celle de Bruxelles Logement qui a aussi une vision sur en particulier le marché locatif. Donc qu'on puisse avoir des éléments d'analyse par rapport à ça, certainement. D'ailleurs, si je ne m'abuse, l'IPSA rassemble aussi des données sur ces éléments-là. Mais après, à voir aussi comment ça se traduit concrètement. Mais donc certainement, évidemment, un élément d'analyse important, nécessité de pouvoir rassembler aussi l'expertise de plusieurs organismes et acteurs sur cette question-là, pour avoir aussi une vision complète de la question. Isabelle, j'espère que ça répond à ta question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Je vois que Monsieur Zouernogora souhaite encore dire peut-être quelque chose. Oui, je vais me permettre de changer de sujet. C'est vrai que la valeur locative, non, le coût locatif des nouveaux logements est élevé. Bien, mais si on le compare au loyer demandé pour des logements insalubres ou quasi insalubres, à mon sens, il y a un effort à porter, un effort régional à mener en matière de contrôle des situations des logements insalubres sur base du Code du logement. Et la situation, pour avoir mené ce genre de sujet ou d'action, est extrêmement laborieux, compliqué du fait de toute une couche de réglementation, d'esquives qui font que finalement les propriétaires louent à des ménages en grande difficulté, à des loyers qui aggravent leur situation. Et la région dispose d'un service d'inspection, dispose d'un code du logement extrêmement efficace sur papier, mais on n'entend pas beaucoup parler de progrès dans ce domaine
il n'y a pas que les logements neufs qui sont un sujet d'étude. Je pense que les logements anciens méritent aussi une investigation approfondie. En tout cas, par rapport à votre question, moi, ça me donne l'idée de peut-être organiser un prochain webinaire avec Bruxelles Logement, qui héberge, si je ne dis pas de bêtises, la cellule en charge justement de l'inspection du logement. Ça pourrait être intéressant, effectivement, étant donné qu'ils ont reçu, je pense, pas mal de moyens pour développer leur service. De voir comment ils travaillent actuellement. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'au niveau de Sonnet, on pourrait essayer de creuser pour le futur. Oui, ce ne serait pas intéressant, ce serait passionnant. Voilà. Je prends note et on vous tiendra au courant alors. Alors, je vois que Marie-Jeanne a levé la main. Ah, Marie-Jeanne, il faut activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Donc, le micro est toujours désactivé. Normalement, voilà. Oui, voilà. Voilà. Oui, bonjour. J'habite non loin du viaduc Herman de Brou et je suis très étonnée d'entendre Monsieur de Bormann dire que dans la torpeur de l'été, la deuxième lecture du PAD a été adoptée, alors que, si je ne me trompe, cette deuxième lecture n'intégrait ni les questions ni les remarques des citoyens. Peut-il me répondre à cette question? Alors, dans les remarques des citoyens et dans les remarques d'ailleurs globalement qui ont été récoltées dans le cadre de l'enquête publique, il y a évidemment beaucoup de points de vue différents, pas toujours d'ailleurs convergents sur un certain nombre de choses. Et donc, le gouvernement bruxellois a pris connaissance de l'ensemble des éléments issus de l'enquête publique et a fait des choix par rapport à ce qui en était issu. Un certain nombre de modifications sont intervenues, notamment de réduction de gabarit d'un certain nombre sur un certain nombre de parcelles, hein, pour diminuer la densité sur certaines parcelles. Voilà, mais donc effectivement, le PAD a désormais été approuvé en deuxième lecture par le gouvernement et sera soumis à nouveau en dernière lecture et approbation définitive dans le premier trimestre de l'année 2022. Sera à nouveau examiné par qui? Par le gouvernement bruxellois, comme le prévoit la procédure, en réalité. Mais donc, il ne repassera plus par une enquête publique. L'enquête publique a été réalisée effectivement sur ce PAD. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas, tu as relevé ta main, je vois. Oui, non, j'étais juste curieux de partager avec Antoine le Housing Deal, qui est une des missions de Sonnet. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce axe de travail de notre association, mais l'idée, disons, de ce Housing Deal, c'est d'étudier un peu dans le prolongement de l'expérience pilote du projet Calico, qui a été subventionné par le programme Urban Innovative Actions, pour un projet à Forêt que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, ce serait de voir dans quelle mesure il ne serait pas pertinent dans le débat actuel en matière d'achat clé sur porte, justement, de savoir quel opérateur et à quel coût pourrait socialiser le logement produit par les promoteurs. Le Housing Deal pose l'hypothèse que de développer un outil de gestion foncière, en fait, par une mise à disposition de terrain public ou éventuellement par une subvention donnée au Community Land Trust de Bruxelles pour acquérir des terrains, ne serait pas une bonne stratégie pour permettre de réintégrer les agences immobilières sociales dans des montages qui offrent les mêmes garanties de gestion à long terme de la socialisation des biens, mais à un coût potentiellement, c'est à vérifier, disons, mais inférieur dans la mesure où la subvention qui offre ces garanties porte sur l'acquisition stricte du foncier et non pas sur l'acquisition de l'entièreté
du patrimoine. Et donc, voilà, je voulais voir un petit peu si votre perspective sur ce sujet dans le débat actuel, sur les modalités de production, quelque part. Honnêtement, je ne me suis pas penché spécifiquement sur cette question-là. Je sais que Perspective va apporter aussi son soutien effectif à l'expérience Calico, mais je manque d'éléments d'analyse plus approfondis pour pouvoir identifier quels sont les meilleurs moyens et en particulier les meilleurs moyens à moindre coût pour pouvoir répondre aux objectifs en la matière. Je pense qu'il faudrait analyser ça de manière plus précise, mais de nouveau, on est un tout petit peu à la lisière par rapport aux missions de base de Perspective. D'accord. Merci. Bon, on vous tiendra au courant des résultats de... Avec plaisir, avec plaisir. On vous tiendra au courant. Isabelle Coilin a levé la main. Oui, bonjour. Je reviens sur la question de la programmation logement dans les différents PAD. Alors, parmi les PAD, certains, les terrains sont propriété des pouvoirs publics et d'autres pas. Comment se fait-il que pour ceux dont les terrains sont propriété des pouvoirs publics, certains, la programmation de logement, du coup, peut être très, très importante en ce qui concerne les logements publics sur certains PAD et pour d'autres, moindre. Comment se fait-il qu'il y ait un traitement différencié par rapport à ces PAD dont les terrains sont propriété des pouvoirs publics, alors que il est important de pouvoir répondre justement à la crise du logement, mais qui est d'autant plus importante que cette crise est là pour les plus démunis de la région. Alors, c'est évidemment une bonne question. Le pourcentage et la typologie des logements a fait l'objet pour chacun des PAD en général de discussions aussi approfondies au sein du gouvernement bruxellois, tenant compte des quartiers alentours. Il est clair que lorsqu'on se situe dans des zones où le logement social est peu présent, ça peut avoir davantage de sens. À l'inverse, lorsqu'on est dans des zones où le logement social est déjà très présent, on risque aussi de créer une saturation sur certains types de logements. Donc, il faut évidemment être attentif à cette question-là. De l'autre, l'objectif est aussi de créer des quartiers qui sont diversifiés avec la présence de publics différents, mélangés, diversifiés, qui reflètent aussi la population bruxelloise. Donc, d'avoir à la fois du logement social, mais aussi du logement moyen, voire du logement libre, pour permettre aussi l'équilibre sur les différents projets. Donc, la réponse, évidemment, diffère en fonction d'un quartier à l'autre, dépend aussi des volontés aussi des différents opérateurs publics, que sont les possibilités d'investissement de soutien de la SLRB, de CityDev, d'autres acteurs, et évidemment, dans le cadre aussi d'une concertation avec les communes concernées, puisque certaines communes ont davantage le souhait de pouvoir veiller à accueillir du logement social. D'autres sont aussi attentives à ce qu'il y ait d'autres types de typologies de logements et de logements moyens, acquisitifs par exemple, qui soient proposés. Donc voilà, ça fait l'objet évidemment de discussions aussi sur le plan politique. Nous fournissons une proposition sur base aussi des diagnostics que l'on fait à la fois pour le quartier en lui-même et pour la zone alentour. Et le gouvernement fait aussi des choix sur base de ces discussions évidemment politiques. Mais l'objectif est systématiquement de pouvoir trouver un équilibre qui nous semble pertinent du point de vue à la fois de l'opérationnalisation et donc des acteurs qui portent les projets ensuite et du diagnostic que l'on peut faire du quartier et de la zone alentour. Merci. Mais en fait, on a souvent l'impression que le logement public est développé, c'est du logement social, mais ce n'est pas forcément le cas. Évidemment, il y a évidemment toute la partie qui est développée par CityDev. Du coup, là, ça peut assurer une mixité, je veux dire, des quartiers au niveau socio-économique. Maintenant, évidemment, le volet économique pour le potentiel de développement, ça, on peut comprendre que les pouvoirs publics soient limités, je dirais, quant à leur capacité d'intervention au niveau économique. Mais quand il s'agit de terrain public, c'est quand même, je pense que ça pourrait être quand même une bonne réflexion que
que de se dire que le logement qui est développé sur des terrains publics reste dans le giron du public, tout en assurant une mixité socio-économique de ces différents logements, pour pouvoir répondre justement à la crise du logement. Mais il y a deux questions derrière ce que vous dites. De un, est-ce qu'il y a suffisamment de logements sociaux dans les terrains qui sont détenus en propriété par la région et lorsque la région est propriétaire du foncier? Ben, je pense que si on faisait que du logement social, ça ne ferait qu'aussi amplifier des difficultés que l'on a parfois de faire aussi, de quelque part, susciter une adhésion aussi de la population par rapport à un certain nombre de projets. De un, et de deux, qui n'est pas non plus nécessairement sain d'avoir une trop forte saturation d'un type de typologie de logement dans une zone et que l'objectif est bien de créer une diversité. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est de savoir est-ce que la région doit rester propriétaire du foncier. Je suis persuadé que sur le plan du développement de la ville, c'est beaucoup plus facile d'avoir la maîtrise d'un certain nombre de dynamiques urbaines lorsque la région est propriétaire du foncier. On voit d'ailleurs dans un certain nombre de villes que si je prends Vienne, par exemple, qui est, je pense, propriétaire de la plupart du foncier de l'agglomération urbaine, ça permet évidemment d'avoir une maîtrise plus importante des dynamiques. Il n'est pas à ce stade déterminé la manière dont les opérationnalisations des différentes zones va se faire. Je dirais, et c'est certainement pas dans un PAD que l'on va déterminer la manière dont l'opérationnalisation de ces différents logements doit avoir lieu, quels équilibres financiers, comment ça se concrétise entre, d'un côté, la possibilité de recourir à l'amphithéose, pour prendre ces exemples-là, ou pour développer d'autres types d'outils. On sait que, par exemple, dans le cadre de son nouveau contrat de gestion, CityDev a un objectif fixé de développement de solutions amphithéotiques, ce qui montre qu'il y a bien une prise de conscience de la région de pouvoir appréhender cette question-là et de pouvoir veiller à ce que du foncier qui est propriété publique aujourd'hui continue de l'être encore dans les décennies à venir. Donc voilà, et c'est certainement en particulier le cas en seconde couronne où le prix du foncier est plus important et peut permettre aussi la mise à disposition sur le marché de logements qui restent à un prix abordable sans avoir une subvention par logement qui reste trop importante. Donc voilà, ça c'est un peu l'équilibre à trouver. Mais donc oui, effectivement, il y a, c'est, je pense, un bon moyen pour pouvoir veiller à la maîtrise des dynamiques territoriales, mais ça dépend évidemment de la manière dont les projets s'opérationnalisent sur les différentes zones. Sachant en particulier que par rapport à un certain nombre de développements, on est aussi avec des opérateurs qui sont déconsolidés, ce qui nécessite aussi évidemment de trouver un équilibre entre les investissements consentis et les recettes qui en proviennent. Donc voilà, ça fait toujours partie Et je pense que c'est important, même crucial, de pouvoir maintenir cette capacité de déconsolidation des outils publics qui ont été développés, parce que c'est aussi la condition de leur capacité à agir sur le territoire. Ok, merci, mais c'est encourageant d'entendre qu'une réflexion est menée du côté de CityDev justement pour pouvoir travailler avec les amphithéoses, ce qui serait vraiment une bonne chose. Isabelle, en tout cas, sache que c'est une réflexion qu'on mène aussi au sein de SONET, et quand Thomas justement abordait il y a quelques minutes notre projet de Housing Deal, c'est bien cela qui vise, c'est vraiment étudier un mode de production de logement qui serait basé sur le démembrement entre le sol et le bâti, et de voir si effectivement ce type de construction ne permettrait pas justement d'avoir du logement social pérenne à moindre coût pour la région. Donc, on te tiendrait également au courant, comme tout le monde ici présent d'ailleurs, des résultats de cette étude début 2022. Tout à fait, très intéressant en tout cas. Juste une précision là-dessus, c'est que, comme ça a été indiqué, ce sont deux enjeux différents. Un, offrir des logements socialisés maintenant pour répondre aux besoins, et une autre, et c'est ça qu'on entend souvent par maîtrise publique, qui d'ailleurs n'est pas obligatoirement publique pour répondre à cet objectif, c'est d'avoir une politique foncière qui permet de mener une maîtrise des coûts, quand bien même il aurait été donné en accès à la classe moyenne. Et donc ça pose des questions vraiment très intéressantes. C'est dans quelle mesure les autorités publiques sont en capacité de mettre en œuvre des politiques antispéculatives correspondant à ce qu'on entend toujours par la maîtrise publique à long terme, qui soit attractive pour cette classe moyenne. Or, on entend toujours qu'elle se fragilise, qu'elle-même perd son accès au logement, etc. Donc, il se pourrait que progressivement, il y ait une plus grande communauté d'intérêt entre une classe moyenne qui n'arrive plus à se loger facilement et qui pourrait respecter des principes antispéculatifs. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que politique publique n'égale pas obligatoirement
uniquement produire du logement social, mais aussi veiller à mettre en œuvre des dispositifs qui visent, quel que soit le prix de mise à disposition, à une maîtrise des coûts à long terme, enfin des prix à long terme. Merci Thomas pour ces précisions. Puis je vois que l'heure tourne et qu'on arrive au terme de la présentation qui se termine à 14 h. Je vois qu'il y a encore une main levée. Monsieur ou madame l'ouvrier, je ne sais pas. Je veux bien vous donner la parole, mais vous avez 30 secondes. 30 secondes, bonjour. Voilà. Excusez-moi de me concentrer sur la partie PAD Herman de Brou, où là, M. de Bormann nous explique que le PAD laisse des espaces verts, etc., ce qui ne sera certainement pas le cas pour Herman de Brou, à part quelques arbrisseaux. Et surtout, je vais être bien sûr concis, ça va être une catastrophe pour l'entrée des personnes qui viennent encore travailler à Bruxelles. On va décourager ces gens puisque les autorités publiques sont incapables de nous donner un RER. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Donc, il y aura une catastrophe dans cette zone d'Herman de Brou, c'est incontestable. Et les espaces verts, on peut oublier. Le bétonnage ici de toute cette partie d'Oderghem est en train de se faire au dépit du bon sens. Quand on voit la partie près d'Axa qui est bétonnée, de cette partie ici du côté du quartier du Transvaal, alors c'est bien les intentions, mais dans la réalité, c'est un bétonnage, et aussi avec ces tours icônes qu'on va nous faire ici dans le quartier d'Herman de Brou. Voilà. Donc peu de cohérence, et je dirais que M. de Bormann défend son employeur, bien sûr, mais sur la réalité du terrain, c'est pas agréable du tout. Il y a un mépris. Que là, vous intervenez comme riverain, en fait. Comme citoyen. Comme citoyen, c'est ça, parce que c'est vrai que j'avais demandé en début de séminaire qu'on indique quel organisme ou quelle organisation on représente pour savoir qui parle et qui pose la question. Les citoyens ont quand même encore le droit que je sache de parler, d'émettre des avis, même si c'est désespérant, parce que de plus en plus, ces avis ne sont pas pris en considération, quels que soient les arguments avancés. Voilà. Alors, je me dois de réagir néanmoins, même si je ne pensais pas qu'on allait virer dans une enquête publique spécifique sur Herman de Brou, mais c'est pas grave, on peut en parler. Le fait qu'on dise que les avis ne sont pas pris en compte, je m'inscris vraiment en faux, et les projets urbains qui ont été approuvés par le gouvernement bruxellois ces derniers temps montrent bien à quel point les enquêtes publiques ont amené à des modifications significatives d'un certain nombre de projets qui sont approuvés par le gouvernement. Deux, je le disais, il y a eu une réduction des gabarits sur certaines zones. On garde aussi certaines émergences, mais dans des zones qui sont aussi cohérentes par rapport aux immeubles existants sur la zone, donc, et en particulier sur le triangle delta. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est dans une bétonisation accrue tous azimuts. Trois, effectivement, il y a une ambition forte de la région de transformer ce qui est aujourd'hui une autoroute urbaine dans un espace qui crée un lien entre les différents quartiers, et donc de pouvoir requalifier l'axe Herman de Brou dans un espace de qualité sur le plan des espaces publics, ce qui signifie évidemment aussi une modification de l'ambition de mobilité, mais je pense qu'on doit aussi être cohérent par rapport à la politique régionale que l'on développe, que ce soit avec le plan Good Move, que ce soit avec l'ensemble des différentes visions de mobilité développées aussi dans le PRDD. On est ici dans une vision à long terme, je trouve ça nécessaire aussi du point de vue de la région de se fixer une ambition de ce côté-là. Et effectivement, il y a des améliorations de mobilité qui sont prévues et qui doivent pouvoir accompagner cette évolution, que sont évidemment, le développement du RER, puisque même si effectivement il est présent depuis longtemps, mais il se traduit de manière opérationnelle dans les mêmes délais que celui prévu par le PAD Herman de Brou. 2, par la création de parkings de dissuasion. 3, par l'extension d'un tram et d'une ligne de tram qui pourra être intégrée au site. 4, dans le développement de mobilité actives qui seront aussi présentes sur le site et accentuées. Donc, ça montre qu'il y a aussi évidemment une ambition sur le plan de la mobilité qui doit accompagner cet remodelage du site. Mais je pense que l'objectif n'est rien d'autre, évidemment,
important que de transformer cette entrée de ville dans un espace agréable aussi pour ses usagers et ses habitants, ce qui me semble légitime du point de vue de la région compte tenu des objectifs qui s'est fixés. Voilà. Merci pour cette réponse. Et voilà, effectivement, l'objectif n'était pas ici de rouvrir l'enquête publique sur l'un ou l'autre PAD. Mais voilà, merci néanmoins pour la réponse. On a donc voilà, atteint l'heure, même un petit peu dépassé l'heure. Donc désolée pour ces 4 petites minutes de retard. Merci en tout cas à Antoine de Bormann pour sa participation. Avec grand plaisir. Qui était très claire et très intéressante. C'est vrai que les débats sont toujours animés. On n'a pas pu réaborder la question des bureaux et les débats se sont concentrés plutôt sur les PAD et les questions démographiques. Voilà, on voit que les débats auraient pu encore durer longtemps. Merci en tout cas à tous pour cette présentation. On pourra revenir alors sur la question des bureaux une autre Voilà, on y reviendra avec grand plaisir. En tout cas, c'est une question qui nous anime chez SONET et donc on est tout prêt à participer à un prochain débat sur la question ou y revenir d'une manière ou d'une autre. On vous tiendra au courant de la suite des webinaires et des programmes de nos webinaires pour 2022, parce qu'on est déjà fin de l'année 2021. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt au nom de toute l'équipe de SONET. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.